un vieil analyseur automobile des années 60-70. On va regarder s'il fonctionne encore, comment il est construit en dedans. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Une autre boîte que j'ai ramenée de chez mon père. On fait le ménage, évidemment. Et c'est un analyseur pour automobile analogique que mon père avait acheté neuf. Donc, en plus d'analyseur, on avait le manuel, j'avais le manuel, et une série de câbles pour faire fonctionner cela. Et cet analyseur-là avait beaucoup de fonctions. Du genre vérifier la tension, le courant, un tachymètre, les pointes, ainsi de suite. On regardera ça un petit peu plus en détail tantôt, là. Mais ça date des années probablement 70, là, début 70, dans ces coins-là. En tout cas, mon père l'avait acheté neuf il y a très longtemps. Et en juger par comment le manuel est écrit à la dactylo, ça fait un bout. Et donc, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas fonctionné. Donc, on va regarder à l'intérieur comment c'est construit. On va regarder aussi les choses à faire pour s'assurer, avant de le mettre sous tension, pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir de la fumée ou en tout cas des choses comme ça. On va faire une inspection dedans. Et donc, je vous propose de faire un petit parcours extérieur et intérieur de l'appareil, voir si on peut apprendre quelque chose. Alors, allons-y. Alors, l'analyseur de moteur d'automobile avait plusieurs fonctions qui étaient divisées en deux côtés. Et le mouvement d'Arsonval, donc l'aiguille, était connecté soit du côté droit, soit du côté gauche du circuit. Et regardons ce qu'il y avait des deux côtés. Bien, on avait des bornes indépendantes, ce qui était quand même bien. Et on avait un ohmmètre, donc de deux gammes. On avait aussi la possibilité de mesurer la résistance des pointes lorsqu'il y avait un distributeur à pointe. Alors, lorsque l'allumage n'était pas électronique, on avait des pointes sur lesquelles on pouvait mesurer la résistance. Il y a un ampèremètre qui nécessitait l'utilisation d'un shunt. Il y avait deux gammes de mesures de révolution du moteur, RPM, Revolution per Minute, donc basse ou haute. Et il y avait la possibilité même de mesurer le retard d'allumage par rapport à la position de l'arbre à cam. De l'autre côté, si on choisissait l'autre gamme, bien, on avait d'autres fonctions qui étaient disponibles. Il y avait toujours la mesure de courant qui était disponible au milieu, mais il y avait la possibilité de mesurer l'étincelle de la bougie, mesurer l'alternateur, donc la tension fournie par l'alternateur, vérifier si c'est bon ou pas bon, toujours avec l'idée d'utiliser ça, c'est nos doigts qui frottent, hein? Vous savez, si ça vous arrive que vous frottez, qu'une aiguille reste comme ça magnétisée, elle n'est pas magnétisée, c'est les charges électrostatiques sur la plaque en avant, en plastique, et il y a moyen de faire partir ça pour ramener ça à zéro. Alors, c'est vraiment des charges statiques, OK? Alors, je m'en occupe. Alors, on avait aussi l'ampèremètre et trois gammes de tension maximum pour une déflexion totale. On avait 16 volts, 32 volts et 3,2 volts. Et finalement, on pouvait vérifier le condensateur parce que sur l'allumage, il y avait toujours un condensateur. Et on pouvait vérifier le bon fonctionnement du condensateur. Donc, c'était vraiment comme un multimètre, mais axé sur l'analyse d'un moteur. En tout cas, l'aide pour faire les ajustements, la syntonisation d'un moteur. Alors, ça, c'est du côté fonction. Alors, si on vire la chose de côté, ce que j'ai remarqué, bon, d'abord, une alimentation 120 volts. Ça, c'est bien. Il y avait une alimentation 120 CA. Mais j'ai remarqué ceci, qui est une modification, finalement. Donc, CA ou batterie. Et là, c'est écrit en 10 mots, en ruban collant. Donc là, je me suis dit, modifier. Puis ça, c'est mon père a acheté ça neuf. Alors là, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est votre humble serviteur qui aurait pu modifier ça? J'ai ouvert le capot et, en effet, juste ici, il y avait une plaquette, novembre 83. J'étais encore adolescent, croyez-le ou non. Avec un régulateur de tension, un 723, un pont de diode et un condensateur de filtrage. Et plutôt que de mettre des résistances fixes, j'avais mis 3 potentiomètres.
je devais pas avoir accès à beaucoup de résistances fixes, d'après moi, pour avoir mis 3 potentiomètres, plutôt que des résistances fixes, ajustées pour que la sortie soit à 4,2 volts. C'est pas tout à fait vrai, il y a quand même une résistance en dessous que j'avais mis. OK? Alors, c'était simple. On passait soit de la pile à 4,2 volts, ou à l'alimentation 120 volts. Alors, c'est comme ça que je l'avais filé. Maintenant, pourquoi avoir mis une alimentation 120 volts? Bien, ces fameuses piles, c'était une pile au mercure de 4,2 volts. Très rare aujourd'hui, de modèle TR133 de Mallory. Ça se trouve pratiquement plus. Vous pouvez en trouver pour environ 20 $, une pile équivalente en alcaline. Donc, je comprends mon père de m'avoir convaincu de faire la modification pour du CA avec un transformateur que j'avais vraisemblablement récupéré d'un magnétophone ou quelque chose du genre, et une plaquette que j'avais fait à la main avec du ruban collant pour faire les pistes. Et j'avais etché, donc j'avais passé dans le liquide au chlorure ferrique pour pouvoir faire les pistes. Alors, 1983, novembre, j'étais même pas encore à l'université. J'étais à peine ce qu'on appelle au Québec au cégep, c'est-à-dire le collégial, 2 ans avant l'université. Et déjà, je faisais des plaquettes. Ça, c'était du récupéré, ce condensateur-là. J'ai pas acheté ça. Le reste, je l'avais probablement acheté, par contre. Et en plus, pour être bien franc avec vous, j'aurais pu, au lieu d'utiliser un 723, une puce de 14 broches, 3 potentiomètres, une résistance, 2 condensateurs, j'aurais pu prendre un 7805, tout simplement, régulateur à 3 pattes, et mettre une diode en série, puis je serais arrivé à 4.4 volts, 4.3 volts, ce qui aurait été bien assez proche du 4.2 ou 4,2 volts, là. Donc, ça aurait simplifié beaucoup ce circuit-là. Ah, que voulez-vous? Je crois que j'avais été inspiré tout simplement par un livre, cette espèce de livre-là de Radio Shack Tandy, le cahier de l'ingénieur, deuxième volume 2, dans lequel il y avait un circuit du 723 ici. Probablement que j'ai voulu copier ce circuit, mais bon, 1983, que voulez-vous? J'avais encore beaucoup de croûte à manger. Alors, tout ça pour dire que avant d'allumer l'appareil, on va avoir des vérifications à faire. Ça, c'est certain. Bon, alors on va regarder de façon générale comment c'est monté à l'intérieur. Je vais déplacer un peu l'éclairage et je vous reviens. Alors, qu'est-ce qui montre l'âge de l'appareil? OK, il y a plusieurs signes. Le premier, si on regarde le transistor ici, c'est un 2N1305. C'est un transistor au germanium. Déjà, ça trahit l'âge. Un transistor au germanium, il y en a même un deuxième ici. Et l'autre chose, c'est que la date est écrite sur le transistor, ce qui n'est pas très commun dans les petits transistors d'aujourd'hui. 1967. OK, donc 67. Et ici, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est marqué 67.4 à l'envers. Donc, j'ai bien l'impression que ça s'est assemblé vers la fin de l'année 67 ou au début 68, cet appareil. OK? Alors, qu'est-ce qui trahit l'âge en plus de ce qu'on vient de voir? Les types de condensateurs ici utilisés, que, mon Dieu, on ne voit plus ce genre de condensateur. C'est vraiment bizarre. Et il y en a 3 ou 4 qui ont été mis en groupe, tous en parallèle pour augmenter la capacité. Mais, mon Dieu, on aurait fait ça autrement aujourd'hui. L'autre signe de l'âge, c'est qu'il n'y a pas de plaquette de circuit imprimé. Tout est monté de point à point, comme ça se faisait beaucoup dans les années 50, en fait, depuis le début de l'électronique jusque dans les années 60. À partir des années 70, on a commencé à avoir des plaquettes de circuit imprimés, là. Mais avant cela, c'était pas le cas. Point à point, avec des supports. Et les supports, ils les ont montés. Il y en a un ici, il y en a un autre là, sur lequel les composants sont soudés. Et ces supports-là, ils les ont soudés directement sur le boîtier du potentiomètre, ici et ici. C'est peut-être pas très évident, là. Pourquoi? Ben parce que le fond est en aluminium. C'est la devanture qu'on voit là, là. Et donc, on ne pouvait pas souder dessus. Alors, ils ont utilisé tous les petits trucs possibles. Et le boîtier, ben, c'était une mise à la masse utilisable. Alors, c'est ce qu'ils ont fait.
Autre signe de l'âge, des résistances au carbone brune, les bonnes vieilles résistances. Il y en a beaucoup, des comme ça. Il y a aussi des beiges un peu plus modernes. Mais brun foncé, là, comme ça, là, c'est typique de ces années-là. Le problème avec les résistances à composition de carbone, c'est qu'avec les années, elles peuvent dériver à cause qu'elles absorbent de l'humidité année après année après année, et la valeur peut devenir bien différente par 20, 30, 40, 50% de la valeur originale. Il y a aussi les condensateurs, vieux condensateurs recouverts de bleu comme ça ici, et ça comme ça axial. Ça révèle l'âge passablement. Alors, des choses à remarquer aussi, c'est qu'on a mis des résistances en parallèle pour atteindre les bonnes gammes. Vous en avez un exemple ici. Il y a une résistance de quoi? 5% ou 10% ici. Et il y en a une autre en parallèle qui est peut-être 1%. Elle a 5 bandes de couleur. Donc, clairement, on a fait un ajustement de la résistance pour avoir exactement la gamme de mesure de tension, parce qu'on avait 3,2 volts, on avait 32 volts et on avait 16 volts, et c'est ces trois séries de résistances-là qui servent justement pour mettre en série avec le mouvement, l'aiguille, pour faire une échelle différente. Okay? Et il y a aussi une diode en passant, il y a une EN914, ou en tout cas très similaire, il y a une petite diode ici. Alors, au niveau du tachymètre, un tachymètre, c'est un convertisseur de fréquence à tension CC. Hein, plus il y a d'impulsion, plus la tension envoyée au mouvement à l'aiguille va être élevée. Donc, on utilise habituellement un transistor, quelques diodes, un condensateur en série avec le signal. Et bien, on a les éléments ici. On a une diode ici, on en a une deuxième ici. On a tous les éléments requis pour faire un tachymètre. Alors, c'est probablement ce qui s'est fait. Alors, ça couvre pas mal les explications que je voulais mentionner. Maintenant, pour le mettre en fonction, ça fait, oh mon Dieu, ça fait sûrement 30 ans qu'il n'a pas été utilisé, ou en tout cas au moins 25 ans. Donc, qui dit 25 ans dit condensateur électrolytique, à vérifier, sans compter le condensateur électrolytique de notre bloc d'alimentation ici. Alors, il y a quelques petites vérifications à faire avant de mettre l'alimentation sur le circuit. Et il y a une autre chose que je ferai, je vais déconnecter l'alimentation du circuit ici. Je vais le déconnecter tout simplement pour pouvoir vérifier qu'on a bien 4,2 volts de fourni par ma plaquette régulatrice là, de tension. Alors, lorsque ça sera fait et que j'aurai vérifié avec mon multimètre les 3 condensateurs, je pourrais penser connecter le tout et essayer voir à tout le moins si le mode voltmètre fonctionne. On essaiera le tachymètre avec un générateur de fonction et ainsi de suite. Bon, alors j'ai vérifié mes condensateurs, ils sont en parfaite condition. Les 3 condensateurs électrolytiques, même qu'ils ont un peu plus de capacité que ce qui est écrit. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ma tension sur le bloc d'alimentation, je l'ai vérifié, elle est bonne. Je l'ai même ajusté un petit peu là, à 4,3 volts. Là. Et tout est correct de ce côté-là. Donc, on est prêt à faire des essais. Je vais d'abord commencer en mode voltmètre. J'ai ici ma référence VIRCC que j'avais construite dans une de mes vidéos, qui est de 2,5 volts. Je me suis mis sur l'échelle de 3,2 volts ici. Alors, on devrait avoir une déflexion normalement. Et on en a une. OK? On lit 2,5. Ouais, presque 5. Peut-être 2 largeurs, 3 largeurs d'aiguille à côté. Mais c'est bon. Donc, alors maintenant, vérifions la tension. 12 volts. Et je suis sur la gamme de 16 volts. Et j'ai choisi le sélecteur de droite. Et on a une déflexion. Et on a 11,9 environ. Donc, on n'est vraiment pas loin. C'est assez précis compte tenu de la qualité, de la précision de l'appareil. Donc, la gamme 16 volts fonctionne bien.
Maintenant, si on passe en mode 32 volts, je vais déconnecter ceci. Voilà, là je suis en mode 32 volts et on lit au 11.5 volts. C'est évidemment moins précis sur la gamme de 32 volts, mais je vais monter la tension maintenant. 32 et on a 30.5. Donc on voit que vers les extrémités, c'est peut-être pas aussi exact qu'on le voudrait. Donc il y a une légère dérive de l'étalonnage de l'appareil. Pas beaucoup, mais assez pour faire que ça ne serait pas un multimètre précis. Bon, pour jouer autour de la voiture, là, c'est pas critique, mais il faudrait penser modifier les résistances à l'intérieur, puisque c'est pas des potentiomètres, bien modifier les résistances existantes en mettant d'autres en parallèle ou en mettant en série sur les 3 gammes pour être certain d'arriver exact. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Alors du côté de l'ohmmètre, donc la gamme basse et élevée, j'ai connecté une boîte de substitution de résistance et les gammes fonctionnent bien, sauf la gamme basse sur laquelle je suis présentement. Voyez-vous, je mets 1 kΩ, donc 1000 ohms, mais on y est, ou à peu de choses près, peut-être ça indique comme 900. Là. Mais si je descends, par exemple, 100 ohms, tiens. Pourquoi pas 100 ohms? Ben, c'est plus 75-80. OK? Puis plus je descends, 47 ohms. Regardez, le 50 est ici, puis là, on est là. Donc, on est plus dans le 25 ou quelque chose comme ça. Alors, la gamme basse ne semble pas bien fonctionner à 100%, ce qui confirme aussi quand je fais la mise à 0. Je suis à côté au bout, je ne suis pas capable d'amener l'aiguille tout à fait au 0 pour faire le 0. Donc, la gamme basse, par contre, la gamme haute, elle, n'a aucun problème. Si je fais le 0, j'ai la possibilité de le faire. Et quand je fais des mesures de résistance plus élevée, par exemple, disons 2200 ohms, on est à 2000, disons 3000. C'est pas si mal. Donc, je vous dirais, gamme haute fonctionne bien, gamme basse, il y a peut-être petit problème ici avec les résistances qui ont dérivé ou quelque chose du genre. En tout cas, il n'est pas possible de faire un 0 et ce que je pourrais faire, c'est venir mettre une autre résistance en parallèle pour augmenter un peu le courant dans le mouvement et probablement que ça corrigerait ce petit problème-là. Bon, maintenant, du côté tachymètre, il y a définitivement un problème. Tout simplement parce que l'appareil répond énormément aux changements de tension qui sont appliqués. Et ça ne devrait pas être comme ça. L'appareil ne devrait pas être sensible aux variations de tension de l'onde que j'envoie ici. Il devrait tout simplement répondre aux variations de fréquence. Okay? Je lui ai branché un générateur de fonction ici et je fais changer la fréquence et la tension. Alors, il y a une réponse dans les deux cas. Alors, il ne devrait pas avoir de variation en fonction de la tension. En tout cas, jusqu'à un certain point, là, j'imagine qu'il y a un minimum en dessous duquel il ne fonctionnera pas bien, mais il doit avoir une grande gamme de fonctionnement. On ne contrôle pas toujours l'amplitude de l'impulsion qui est envoyée pour mesurer la vitesse de rotation du moteur. Donc, très possible qu'il y ait un condensateur qui laisse passer CA et CC. Et donc, le circuit est complètement bousillé à cause de ça, ne réussit pas à faire sa fonction de tension constante, mais réponse de fréquence à tension. Donc ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Malheureusement, on n'a pas le schéma, donc c'est extrêmement difficile de faire le déverminage, d'essayer de trouver le problème. Alors peut-être que je ne passerai pas trop de temps dedans non plus, c'est un vieil appareil, mais comme vous voyez, le temps fait son œuvre, et ce sont des choses qui peuvent se produire. Alors voilà, c'est évidemment un appareil qui montre de l'âge. On l'a vu que les lectures qu'on a faites ne sont pas nécessairement exactes, précises. Par contre, bien, on ne saura jamais comment exact elle était il y a 40 ans. Donc, peut-être que c'est un appareil de toute façon dont l'exactitude n'était pas là même au départ. En tout cas, on sait que l'ohmmètre ne fonctionne pas bien. Là. Il y aurait lieu de travailler dedans. J'ai vérifié aussi l'ampère-mètre. Je vous ai épargné ça parce que c'est plutôt ennuyant. Là. Mais il fonctionne bien aussi. Je n'ai pas vu de problème sur l'ampère-mètre. Par contre, au niveau du tachymètre, comme vous avez vu, quelque chose qui ne va pas. Je vais donner un petit peu plus de détails pour être certain que je me suis bien fait comprendre.
Il y a un tachymètre, normalement, reçoit des impulsions et doit compter le nombre d'impulsions et indiquer, évidemment, le nombre de révolutions par minute du moteur. Donc, l'amplitude de ces impulsions-là reçues, normalement, ne devrait pas avoir d'influence sur l'indication. C'est bel et bien le nombre d'impulsions qui est reçu qui devrait avoir une influence sur l'indication. Et c'est pas ça qu'on a vu. Je faisais varier la tension et ça variait complètement sur le mouvement à aiguille. Donc, il y a un problème et ce problème-là, moi, je vois deux possibilités. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en vois deux. Un condensateur qui est court-circuité, qui ne fait plus son effet capacitif, donc qui laisse passer la tension CC. Et donc, ça pourrait avoir évidemment une grande influence sur le comportement du circuit. Et ça peut aussi être un semi-conducteur, comme par exemple un transistor au germanium qui a perdu, par exemple, perdu son gain, et j'ai déjà vu ça. Un transistor dont les deux jonctions PN au germanium montraient correct, donc conduisant dans un sens mais pas dans l'autre, mais qui n'avait plus aucun de gain, plus aucun HFE. Donc, c'est possible aussi, j'ai déjà vu ça. Donc, des transistors au germanium, c'est des petites bêtes, c'est les premières bêtes de transistors qui existaient et je crois qu'ils n'étaient vraiment pas aussi stables ni aussi robustes que les transistors au silicium qu'on utilise depuis au moins 30 ans. Là. Alors, c'est peut-être une des explications possibles pour le mauvais fonctionnement. Mais on a quand même vu qu'il y aura un travail à faire sur les résistances pour remettre l'appareil sur la coche, si on peut dire, au niveau de la précision, d'exactitude. Bon, alors, au niveau de la statique, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je vous ai montré en passant mon doigt là, que ça avait créé de la statique et que le mouvement restait soulevé. Il y a deux façons de faire, deux, trois, en tout cas, quelques façons de faire pour éliminer ça. Vous pouvez prendre un morceau de feuille pour sécheuse antistatique, l'assouplisseur, une feuille solide, là, et vous pouvez frotter la surface avec ça. Ça va déposer le produit qui est dans la feuille d'assouplisseur sur la face et ça va éliminer l'électricité statique. Ça devrait restaurer. Vous pouvez aussi prendre de l'eau et frotter avec un linge humide. Ça devrait faire aussi le travail. L'avantage de la feuille d'assouplisseur, c'est que ça va demeurer en place et donc ça va aider à garder ça plus longtemps. Il y avait à l'origine, c'est ce qui est marqué dans le manuel, il y avait un enduit sur la face qui aidait contre l'électricité statique. Mais vous comprendrez, avec 40 plus années, cet enduit-là peut-être ne fait plus le travail ou en tout cas n'existe plus sur la face de l'appareil. J'ai dû démonter le mouvement parce que même avec l'assouplisseur, je ne réussissais pas à éliminer complètement l'électricité statique. Alors j'ai démonté à l'arrière, très facile, une vis à défaire. C'est qu'il y a une partie ici en plastique qui est cachée jusqu'en bas ici, sous la vis centrale. Et cette partie-là, je ne pouvais pas la frotter parce que c'est métallique. Donc, il a fallu que je frotte toute la surface et j'ai reposé le mouvement et ça a réglé le problème. Alors, ça, c'est réglé au niveau de la statique. Je pourrais aussi, pour l'appareil, faire un nettoyage des contacts. Je n'ai pas vu aucun problème avec les commutateurs rotatifs. Tout semblait solide, sans aucun mauvais contact. Mais peut-être que ça serait une bonne chose après tant d'années de nettoyer les contacts de façon systématique, ne pas se poser la question. OK? Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit parcours rapide. Je vous ai épargné certains tests qui auraient fait la vidéo beaucoup trop longue. C'est déjà assez long de même. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine!